Bonsoir à tous et bienvenue ici l'image de l'Afrique. Comme vous le savez, l'image de l'Afrique qui est diffusée sur la télévision rwandaise, c'est une émission où on vous apporte, on vous amène les experts de toute l'Afrique pour parler de l'Afrique, du passé, du présent et des perspectives futures. Et comme vous le savez, nous avons toujours des intervenants qui sont issus de divers pays de l'Afrique, mais on vous en parlera un peu plus tard. Comme vous le savez aussi, nous sommes aujourd'hui le 3 août et le 3 août, c'est c'est le moment où les Rwandais qui vivent à l'étranger sont appelés aux urnes pour choisir celui qui sera leur chef d'État pour les 7 années à venir. Alors, avant de commencer à discuter un peu de ce qui sera, ce qui a été du moins les enjeux de cette élection présidentielle, nous allons jeter un petit coup d'œil sur les statistiques au niveau de la diaspora. Alors, comme vous le savez, les Rwandais sont et vivent dans différents pays et dans différents continents. Et nous allons essayer de voir un peu quels sont les chiffres que nous avons, et notamment en Afrique. Alors, en Afrique, nous avons un nombre élevé de bureaux de vote. Nous avons 39 bureaux de vote et qui vont totaliser près de 20 000 électeurs sur le continent africain. Et allons sur le continent européen qui totalise à lui seul 23 bureaux de vote et pour un nombre d'électeurs de près de 9 240 électeurs qui donc ont voté aujourd'hui. Et nous irons voir plus tard quels ont été les ressentis du côté des bureaux de vote à l'extérieur du Rwanda. Alors en Asie, nous avons 19 bureaux de vote pour près de 2700 électeurs qui se sont déplacés, nous l'espérons tous, pour aller voter. Nous allons ainsi au Moyen-Orient où nous avons 3 bureaux de vote pour un nombre d'électeurs total de 400 électeurs. Et allons rapidement sur le continent américain pour voir quel est le nombre de bureaux de vote et d'électeurs que nous avons. Et le continent américain compte 14 bureaux de vote pour près de 4400 électeurs qui se sont déplacés, nous l'espérons, pour aller voter. Alors, tout de suite, ne quittez pas. Nous allons vous parler un peu de quels ont été les enjeux de ces élections présidentielles. Et surtout, nous allons parler et élargir la discussion sur ce qui se passe sur le continent. Restez avec nous. Rimwe, kabiri, gatatu, Eric Mucyo, yes. Komeza ubabwire iby'iwacu. DJ Paul Muhamya, Jimmy, komeza ubahe ku ngoma z'iwacu, right? Twagiye. Come on. Makotsi imirasire idasanzwe hari imisozi hari amatara ni wabo w'abantu ni wonyesha ubuntu ndetse no kubuntu hariya ni iwacu imbizi iwacu mu mpera z'umucyo gatera ntago iwacu iwabo w'abantu aho amatagira gitereka aho inka zigira gisasira uzasanga bari b'indero n'umuco n'abasore b'intwari batari ibigwari aho ireme ry'ubusabane n'urugwiro aho urukundo rwa kivandimwe ruganje
Bonjour Novella, bonjour à tous. Alors comme il y a 2 semaines, lors de la première émission Images de l'Afrique, la composition du panel qui va nous accompagner ce soir reflète, je dirais, la vocation panafricaine de l'émission et peut-être même au-delà du Rwanda. Puisque nous avons juste à ma gauche Madame Manuela Yapi, qui est une journaliste ivoirienne qui travaille pour l'agence de presse Alerte Info, qui est une agence de presse qui a été fondée en 2006 et qui est présente dans 5 pays de la région francophone. Bonjour Manuela et bienvenue. Bonjour, merci. Okay. Alors, à l'extrême gauche, nous avons Monsieur Germain Nama, qui est le directeur de publication du bimensuel L'événement au Burkina Faso. Et Monsieur Nama est un journaliste emblématique dans la région d'Afrique francophone, puisqu'il a été entre autres un des compagnons de route du fameux journaliste Norbert Zongo, qui a été assassiné en 1998. Merci, Monsieur Nama, d'être parmi nous. Bonjour. Alors, à l'extrême droite, on reste dans la zone Afrique de l'Ouest francophone, avec Monsieur Alexis Calambri, qui est le directeur de publication du quotidien Les Échos au Mali, qui est un quotidien emblématique du Mali, puisqu'il a été fondé en 1987 et il a porté le combat pour la démocratisation du Mali, qui a été fondé entre autres donc, par le président Alpha Oumar Konaré. Donc merci Monsieur Calambri d'être parmi nous. C'est moi. Voilà. Et enfin, Dr Jean-Paul Kimonio, qui était présent avec nous lors de la première émission. Alors, Dr Kimonio est un chercheur spécialiste du Rwanda qui a publié l'année dernière, en 2016, un important livre sur l'histoire du génocide rwandais qui s'intitule « Rwanda, un génocide populaire » et qui est toujours en librairie et que je recommande vivement. Et je précise pour terminer que le Dr Kimonio, qui est décidément très prolifique, publie en septembre 2017 un nouveau livre qui traite de la reconstruction du Rwanda, donc post-94, et qui s'intitule « Rwanda demain, une longue marche vers la transformation ». Merci d'être avec nous, Dr Kimonio. Merci à vous. Et merci à vous aussi, Yann Gouet, qui est chroniqueur à Le Monde, comme vous le savez, je suis sûre. Merci à vous aussi d'être avec nous et comme nous l'avons promis, nous allons parler de différentes choses et notamment des élections dans la diaspora. Et pour vous en parler, qui de mieux que des personnes qui sont sur place et qui vont nous donner le ressenti sur ce qui se passe dans les bureaux de vote et ce qu'il s'est dit, ce qu'il s'est vu, ce qu'il s'est entendu. Alors, je demande à nos techniciens si nos amis sont là sur Skype. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous entendez? Oui. Parfait. Donc, c'est Mireille. Vous êtes actuellement au Kenya. Oui. Et vous avez suivi les élections dans la diaspora. Quel a été, à quoi ça ressemblait depuis ce matin, ce jour de vote? Ça a été une journée en tout cas incroyable. Moi qui ai été dans la diaspora en Belgique, en tout cas ce que j'ai vu ici au Kenya, c'est beaucoup de monde qui sont venus très tôt le matin. En tout cas, très content d'être citoyen, d'avoir le droit de voter. J'imagine c'est une impression, en tout cas, qui était commun pour tout le monde. D'accord. Ça s'est bien ressenti. D'accord. En tout cas. Alors, vous nous avez dit que vous avez été aussi membre de la diaspora, notamment en Belgique. Quel est le comparatif et par rapport notamment aux autres élections, si vous aviez eu l'occasion d'y participer? Ouais, j'ai participé aux élections en 2010. À ce que je vois, quand on est en Afrique, j'imagine que c'est tout près, donc on a plus envie de participer quoi,
dans le droit de vote, quoi. Ouais. D'accord. Par rapport à la Belgique, en tout cas, c'était pas comme ça encore. On se disait c'est loin, donc ça ne nous concerne pas trop. En tout cas, c'est ce que je ressentais quand j'étais là-bas. Donc maintenant, je me sens mieux, plus compatriote en tout cas. D'accord. Et la participation, est-ce qu'ils sont venus très tôt? Aujourd'hui, on est vendredi, c'est un jour de travail. Est-ce que les personnes ou les citoyens se sont déplacés depuis le matin ou est-ce qu'il y a eu des moments, des pics, entre guillemets? Oui. Pour les gens qui travaillent, ils étaient là depuis le matin, en tout cas à 6 heures du matin. C'était ouvert, les bureaux de vote. Donc, pour pouvoir aller travailler après, donc il y avait plus de monde, en tout cas le matin et à midi aussi, et à 4 heures après le travail. Donc, c'était les heures de pic. Et quel est le ressenti par rapport aux nationaux, notamment les Kenyans? Est-ce que vous avez pu échanger avec eux et comment est-ce qu'ils ressentent ces élections? Et on rappelle que le Kenya va se lancer dans la course à la présidentielle ou s'est déjà lancé dans la course à la présidentielle. Quels sont un peu les ressentis au niveau des citoyens kenyans par rapport notamment à leurs propres élections? Avec ceux à qui j'ai parlé, en tout cas, c'est les élections au Rwanda et les élections au Kenya, c'est complètement différent. Donc, eux, pour eux, en tout cas, la sécurité, j'imagine que c'est plus difficile. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ok, ça va. Donc, ils ont plus peur par rapport à nous, en tout cas, qui sont plus confiants. D'accord. Avec le régime actuel, quoi. D'accord. Merci beaucoup Mireille et merci de nous avoir présenté votre ressenti. On se déplace du Kenya, elle a parlé de la Belgique, alors allons prendre la température au niveau de Bruxelles et des élections qui se sont déroulées depuis ce matin à Bruxelles. Nous avons l'ambassadeur Nduhungirehe avec nous. Ambassadeur, merci d'être avec nous. Et restez avec nous, Mireille, n'allez nulle part. Ambassadeur, comment cela se passe et comment ça s'est passé depuis ce matin? Les élections, les citoyens se sont déplacés en masse pour venir voter? Et au Luxembourg, puisque aussi c'est... Il semblerait qu'on ait un problème de son. Allô? 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 Allô, allô, allô? Oui. Est-ce que vous pourriez-vous parler un peu plus fort? Allô? Allô? Oui. Il y a un problème de son? Allô? Oui, on vous entend, Oui, je disais que les opérations de vote ici à Bruxelles se sont bien déroulées. On a commencé très tôt le matin, à 7 heures du matin. On va clore les bureaux de vote à 21h. Et ce n'est pas uniquement à Bruxelles qu'on vote. On vote également dans la ville de Liège, mais aussi au Grand-Duché de Luxembourg. Donc on a 3 bureaux de vote pour la communauté rwandaise dans ces 2 pays, alors que précédemment on n'en avait qu'un seul à l'ambassade. Et jusqu'à présent, on a à peu près 1300 personnes qui se sont déplacées pour voter. Et donc l'élection s'est bien déroulé dans le calme. Et les Rwandais, la communauté rwandaise est enthousiaste à voter. Il y a des jeunes qui sont venus pour la première fois et il y a des naturalisés rwandais qui sont venus pour la première fois, qui étaient excités à voter pour les élections rwandaises. Allô? Il semblerait qu'on ait un léger problème. Restez avec nous, ambassadeur. Ok. Alors, on avait... Allô? Allô? Est-ce que vous nous entendez?
Moi, je vous entends toujours, je vous entends bien. D'accord, parfait. Donc, on vous a demandé quelle est la température ou quel est le ressenti au niveau des citoyens qui se sont déplacés ce matin, et en particulier parce que aujourd'hui était donc un jour de travail. Est-ce que ils se sont déplacés en masse? Est-ce que nous avons eu peut-être des différences par rapport aux années précédentes? Oui, les citoyens rwandais ici à Bruxelles, en Belgique et au Luxembourg se sont déplacés en masse dans les 3 bureaux de vote. On vote donc au bureau de vote ici à l'ambassade à Bruxelles. Il y a un bureau de vote à Liège, dans la ville de Liège, mais aussi au Grand-Duché de Luxembourg. Donc on a 3 bureaux de vote et on vote depuis 7 h du matin. Et on va fermer les bureaux de vote à 21 h. Et bien sûr, on a tenu compte du fait que le jeudi est un jour de travail en Belgique. C'est pour ça qu'on a ouvert donc à 7 h pour que les Rwandais qui travaillent puissent voter avant d'aller au travail, qui commence à 9 h ici en Belgique. Il y a des Rwandais, une deuxième vague de Rwandais qui est venue durant les heures, la pause déjeuner. Et puis bien sûr, la troisième vague qui est en cours, qui est venue après 17 h, après le travail, et on va fermer à 21 h les bureaux de vote. Et jusqu'à présent, il y a une bonne ambiance et le vote se déroule dans le calme, dans la sérénité. D'accord. Alors, nous savons qu'en Belgique, les Rwandais y vivent, et nombreux, mais nous avons notamment la population estudiantine, nous avons des personnes qui travaillent. Quelle est un peu la tranche d'âge ou quelle est la tendance par rapport aux différentes catégories d'âge peut-être qui sont venues voter? Franchement, ici, on a tous les âges. Hein, tous les âges. On avait des jeunes de 18 ans qui venaient voter pour la première fois. On avait vraiment des personnes âgées aussi qui voulaient voter, qui ont tenu à venir malgré les difficultés de mobilité. Et donc, on a les Rwandais de tous âges qui sont venus pour voter. Et donc, on sentait bien qu'ils avaient l'enthousiasme à venir faire le choix de leur avenir. Et est-ce qu'il y a des changements par rapport aux années précédentes? Il y a une mobilisation plus grande par rapport aux années précédentes, qui s'explique également par la campagne qui a été plus enthousiaste au Rwanda. Et les Rwandais ici ont pu suivre à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers votre télévision sur le net, la campagne. Et donc, j'étais plus excité à venir voter le jour du vote. D'accord, parfait. Et notamment au niveau de la campagne, quels ont été les enjeux ou quelles ont été les raisons principales qui ont poussé peut-être les Rwandais à se déplacer, et notamment en quoi est-ce que c'est important pour eux finalement? C'est très important pour les Rwandais parce que les Rwandais aussi, même s'ils vivent, les Rwandais de la diaspora en Belgique, même s'ils vivent ici sur le continent européen, ils suivent tout ce qui s'est passé depuis la fin du génocide, c'est-à-dire contre les Tutsis. Ils savent comment le Rwanda est en train de se transformer ces 7 dernières années, mais aussi ces 23 dernières années. Et donc, ils veulent, bien sûr, s'exprimer sur les 7 dernières années, sur ce qui a été mis en place comme réforme économique et sociale, et aussi se prononcent sur l'avenir les 7 prochaines années. Et puis aussi, une autre chose qui est spéciale à la Belgique, c'est que les Rwandais ont pu accueillir récemment, en juin, son Excellence le Président de la République, qui était venu aux Journées européennes de développement. Et il y a eu ici un Rwanda Day qui a été organisé dans la ville de Caen. Et les Rwandais même, lors de cet événement, étaient très enthousiastes. Donc, on est quelque part dans le prolongement de cet enthousiasme-là, jusqu'aux urnes aussi. D'accord. Et donc, vous êtes basé à Bruxelles, mais vous couvrez aussi différents pays de l'Union européenne. Est-ce qu'on a des personnes, notamment, qui se sont déplacées d'autres pays que la Belgique? Oui, en fait, on ne couvre que le Luxembourg en dehors de la Belgique.
Et on a un bureau de vote à notre consulat au Grand Duché de Luxembourg. On a du personnel de l'ambassade et d'autres volontaires qui sont déplacés pour aller organiser les opérations de vote au Luxembourg. Et c'est la première fois que un vote a lieu au Luxembourg, puisque les Rwandais dans ce pays se déplaçaient à Bruxelles pour voter. D'accord. Alors, nous savons aussi que, bien sûr, les élections en Afrique, c'est souvent une période assez tendue. Comment est-ce que ça a été accueilli, l'organisation et la période de campagne, notamment à Bruxelles, par rapport aux Belges, aux administrations locales, etc. Ça a été bien accueilli. Vous savez que dans ces pays, pour organiser les élections, il faut déjà discuter avec les autorités. Ils ont bien accueilli le fait qu'ils puissent donner la voix à des Rwandais de la diaspora. Il faut comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de pays, notamment en Afrique, qui permettent aux membres de leur diaspora à l'étranger de voter dans les ambassades. Donc c'est déjà une chose qui est propre à notre pays, à quelques autres pays. Et puis aussi le fait qu'il y ait eu cette campagne qu'on a tous vue à la télévision, cet engouement populaire, ça a été, bien sûr il y a toujours des critiques, mais les télévisions qui sont venues, il y a des télévisions belges qui sont venues, la RTBF, qui est la télévision francophone, la DRT qui est la télévision flamande, qui sont venus couvrir les élections. Donc ils sentaient bien que les élections étaient dans une atmosphère qu'ils n'avaient jamais vue ailleurs. Et donc c'est une bonne chose qu'on puisse montrer notre processus démocratique ici même dans la capitale de l'Afrique. D'accord. Merci beaucoup, ambassadeur Ndvungilehe, qui est ambassadeur basé à Bruxelles. Et merci beaucoup, Mireille, qui nous a rejoint à partir de Nairobi au Kenya. Merci à vous. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, mon cher Yann, nous sommes donc le 3 août. Les Rwandais ont été appelés aux urnes et visiblement, ça a l'air de s'être bien passé. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend un peu sur les enjeux de cette élection présidentielle? Est-ce que vous pourriez nous faire nous donner un petit aperçu en fait de ce qu'a été les enjeux de ces élections-ci? Oui, effectivement, on voit que pour l'instant, ça se passe très bien. Manifestement, l'engouement qu'on a observé sur le terrain, nous qui sommes au Rwanda, disons, est le même, en tout cas dans les régions qu'on a visitées. Alors, la question de l'enjeu de cette élection me paraît très importante, d'autant plus qu'elle est difficile. Alors, d'ailleurs, il suffit de voir la manière dont les médias occidentaux et certains médias africains qui ont couvert l'élection l'ont fait pour mesurer un peu une forme de désarroi qui était le leur. Parce qu'effectivement, vu de loin et même vu de près, l'enjeu n'était pas évident puisque effectivement la légitimité du candidat du FPR est incontestable. Ce qui a pu faire penser à beaucoup d'observateurs qu'en fait le seul enjeu de cette élection était un enjeu comptable, savoir le niveau de participation, éventuellement le niveau de la victoire quasiment acquise du candidat du FPR. Et j'avoue qu'à titre personnel, c'est une question qui m'a interpellé dès le début de la campagne et même avant. C'est de comprendre effectivement, au-delà de l'enjeu comptable, qui est toujours important, s'il n'y a pas un enjeu beaucoup plus profond, beaucoup plus sérieux en réalité. Et je pense qu'effectivement, on a le sentiment qu'après 17 ans, après 23 ans depuis le génocide, on a un peu l'impression que le Rwanda est un peu à la croisée des chemins. Avec d'un côté une reconnaissance croissante, aussi bien en Afrique que dans le reste du monde, des progrès objectifs qui ont été accomplis par le pays. Et en même temps, de l'autre côté, une hostilité, j'allais dire, parce que je suis un peu optimiste, résiduelle, mais qui reste significative de la part de certains médias occidentaux, certaines ONG, et qui elle aussi est constante au fond depuis 23 ans. Alors, du coup, la question que ça pose,
en réalité, en termes sur le plan purement politique, était de savoir si au fond, dans cette configuration-là, dans cette double configuration, si sur les 7 années à venir, le Rwanda allait changer ou même infléchir son orientation, en tout cas celle qui est la sienne depuis en gros 23 ans. Pour moi, c'était ça la question au fond, la question politique qui se posait. Et à écouter en tout cas la campagne du candidat du FPR, il était clair que la formule, disons ça comme ça, qui a été celle du Rwanda depuis 2000, en réalité sera poursuivie et même amplifiée. Alors, cette orientation donc, repose sur ce que j'appelle à titre personnel la deuxième voie, et qui, à mon avis, repose sur 3 piliers qui me paraissent importants. Le premier, c'est la souveraineté, la défense de la souveraineté du Rwanda, qui a été continuellement affirmée et réaffirmée avec force, et encore hier, lors du dernier meeting du candidat du FPR à Gasabo. Et c'est une dimension qui me paraît importante parce que cette question de la souveraineté se pose pour le Rwanda, mais en fait pour le reste des pays d'Afrique francophone, même si elle est traitée de façon différente. Et il me semble que l'analyse qui est faite ici au Rwanda est que la souveraineté du Rwanda n'est pas seulement un mot, mais qu'elle est en réalité indispensable pour avoir aussi bien une démocratie qui fonctionne, une vraie démocratie, qu'un développement disons, réel. Donc, premièrement, la souveraineté. Deuxièmement, l'idée de la nécessaire intégration du continent, par l'africanisme, disons, qui a été là également un thème lancinant durant la campagne. Il y a encore 2 jours à Gichumbi, le vice-président du FPR a rappelé l'importance de cette dimension-là. Effectivement, on sent bien qu'au Rwanda, le Rwanda a compris, ce qui je pense est une réalité, qu'une intégration plus forte des pays africains bénéficie ou bénéficierait à chaque pays de la région. Et troisièmement, et dernier point, je m'arrête, de cette deuxième voie, disons, c'est une attention constante à la question de la pauvreté, qui est une question aussi bien rwandaise qu'africaine, et qui est au fond très peu traitée, en tout cas pas de la même manière, et qui n'a pas la même attention, je dirais, en dehors me semble-t-il, en dehors du Rwanda, et qui a été effectivement un thème qui est revenu en tout cas dans la campagne du candidat du FPR. Donc ces 3 piliers-là ont été réaffirmés, et je pense que le Rwanda continuera sur cette voie-là, qui a été plutôt positive depuis 23 ans. Merci pour votre analyse. Et le docteur Kimonyo, bien sûr, vous avez écrit et vous continuez à écrire sur le Rwanda. Ça veut dire qu'il y a de quoi, finalement, noircir le papier, entre guillemets? Ah ben oui, beaucoup. Absolument. Si on regarde, par exemple, le nombre d'articles qui sont sortis sur le Rwanda, la plupart, malheureusement, assez négatifs dans la presse internationale. Le Rwanda et l'expérience rwandaise, quand même, suscite beaucoup d'intérêt. Et là, les élections et la façon dont elles se passent, effectivement, sont un moment important. Souvent, les gens essaient de disputer un petit peu la légitimité de ce qui se passe ici. Et quand on voit comment est-ce que les populations se déplacent en masse, de façon enthousiaste et dialogue avec le candidat du FPR, il y a quelque chose qui se passe. Surtout quand on est sur le terrain, on le sent très bien. Quelquefois, ces populations-là attendent assez longtemps avant que le candidat arrive, parce qu'il faut la mise en place et tout. Mais dès qu'il est là, tout est oublié. Il y a un véritable dialogue entre le candidat et la foule. Et ça, c'est des choses, c'est des perceptions, on ne peut pas passer à côté. On sent bien que ces gens-là sont là et qu'ils sont là de façon convaincue. Ouais. Donc, des choses à dire dessus. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est que depuis l'an 2000, donc, il y a une offre politique qui a été faite au Rwandais. Et l'impression qu'on a, c'est que cette offre politique-là, au contraire, est de plus en plus forte, ou alors de plus en plus appréciée. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça, c'est les 3e élections. Nous avons eu des élections en 2003, nous avons eu des élections en 2010. Mais je dirais qu'il y a eu vraiment un changement après 2003, en fait. Après 2003. C'est là, en fait, que le Rwanda a commencé sa lancée de développement. En même temps aussi, à cette époque-là, il y avait des projets nationaux extrêmement difficiles, notamment Gachacha.
Et les élections de 2010 sont venues juste quand les Gacaca se terminaient. Et là, on a senti durant ces élections-là une espèce de soulagement et de contentement du fait que ce soit passé sans trop de dégâts. Et si on regarde l'enthousiasme qu'il y avait en 2010, c'était, je pense, beaucoup sur ça. C'était Gacaca qui joue un rôle important, mais aussi les effets de développement qui avaient commencé à se faire sentir. Et là, dans ces troisièmes élections-là, oui, on sent qu'il y a une espoir de bon enfant, on sent que les gens sont relativement satisfaits. Ouais, et je pense que c'est important. J'aimerais faire entrer un peu nos invités. Vous êtes venus et vous êtes, à tout point de vue, M. Calambri, un ancien dans les médias. Et vous vous êtes rendu sur place, finalement, pendant que la campagne avait été en cours. Quels sont vos ressentis par rapport à cela? Oui, alors ça me rappelle, disons, une phrase que développaient des hommes politiques de chez nous, faire des élections une fête démocratique. Et là, on sentait vraiment la fête démocratique en ce sens que non seulement les gens se déplaçaient, on sentait l'enthousiasme, mais personnellement, ce qui m'a frappé, c'est les attentes des populations. J'ai vu comment, quand le candidat Kagame parlait, comment on avait un silence de cathédrale. Ça prouve à quel niveau il y a les attentes, il y a les espoirs sur son épaule et à la limite une sorte de confiance qui lui est placée. Ça, c'est l'aspect qui m'a beaucoup frappé, mais j'ai vu les campagnes dans les rues, j'ai vu comment les populations se déplaçaient, mais franchement, il n'y a pas d'animosité entre les camps, entre les gens pendant la campagne. Et ça, c'est le premier aspect qui frappe vraiment. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai qu'effectivement, nos collègues sont arrivés dans le pays il y a 5 jours à peu près. Et vous avez eu l'occasion de sillonner, d'assister à un meeting, vous avez visité certains sites historiques du Rwanda. Effectivement, c'est intéressant d'avoir, Manuela, votre point de vue, votre expérience du Rwanda dans ce contexte électoral. Déjà, quand j'arrive à Kigali, la première chose qui me frappe, c'est l'affichage. Aucune campagne agressive, pas d'affiches partout, de flyers qui traînent et tout. À la limite, en fait, on se sent comme dans une période normale. On sent que les élections, c'est un jeu démocratique en fait. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'animosité, comme il disait. C'est une campagne soft, voilà, très soft et sobre. Et pour ce qui est du meeting auquel j'ai pu assister à Gicumbi, j'en garde de très bons souvenirs. C'est au-delà des couleurs, de la population venue vraiment très nombreuse, de l'engouement, voilà, qu'il y avait, et puis la communion avec le candidat du FPR. Au-delà de tout ça, j'étais très marquée par la discipline qu'il y avait avant, pendant et après le meeting. C'est pour quelqu'un qui vient de l'Afrique de l'Ouest, comme moi, honnêtement, c'est assez surprenant. Ils sont arrivés dans le calme, dans la discipline, dans l'ordre. Il y avait une grande fête, tout le monde, il y avait beaucoup de danse, beaucoup de chants, mais aucune bousculade. Le candidat était adressé au peuple, une très grande attention, silence total. J'étais vraiment très impressionnée. Ce que je regrette par contre, c'est de n'avoir pas pu voir des affiches des autres candidats. Je n'en ai vu nulle part. Peut-être aussi que je n'ai pas fait le tour partout, mais je n'en ai pas vu. Et j'aurais aussi aimé pouvoir assister à une de leurs manifestations pour évaluer un peu. Peut-être que Dr Kimono peut nous renseigner un peu sur effectivement la place ou le rôle qu'ont joué les candidats qui étaient opposés aux candidats du FPR dans le contexte de la remarque. Oui, je pense que
Je vais commencer par une expression ouest-africaine, hein. Il y a pas match, quoi. Donc, l'importance du candidat du FPR vis-à-vis des autres candidats est tellement disproportionnée qu'il est difficile de les sentir vraiment. Mais il y a quand même une chose qui s'est passée, c'est que quand la campagne s'est déroulée, a commencé à se développer, les gens ont commencé à suivre un petit peu les autres candidats. Bon, je suivais sur Twitter, et de plus en plus, il y avait des gens qui venaient, qui suivaient le candidat. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure ils vont voter pour le candidat, mais en tout cas, il y avait un intérêt qui commençait à se développer, même pour un candidat comme le troisième, qui est un candidat indépendant, sans machine politique derrière lui. Vers la fin, il commençait à y avoir des gens qui le suivaient. Donc, quand même, voilà. Mais les forces en présence sont totalement disproportionnées. Non, c'est clair. Voilà. Peut-être un mot de M. Nama. Vous avez dû suivre plusieurs campagnes dans plusieurs pays d'Afrique. Je crois que c'est votre deuxième fois au Rwanda. La première fois était en 1994, donc deuxième fois 23 ans après. Et quelle est votre impression de ce que vous avez pu observer Juste pour situer un peu le cadre de notre visite, qui est un peu plus large que les élections. Je crois que les amis rwandais nous ont invités pour partager un peu leur expérience, pour voir un peu comment ils fonctionnent. Je crois que c'est l'occasion de les remercier parce que c'est une expérience très riche pour nous. J'ai une expérience personnelle, comme vous le rappeliez tantôt, parce qu'en 1994, entre septembre et octobre, j'étais là. J'étais venu effectivement dans une mission d'information au Rwanda ici. Et bon, ce que je peux dire par rapport à mon voyage d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, bien sûr. J'étais arrivé dans une période chaotique où la vision que j'avais de Kigali, que j'ai eue de Kigali, était une vision apocalyptique. Aujourd'hui, je découvre une ville africaine qui, bon, c'est peut-être le lieu de le dire, mais franchement, le pays a fait un bond en avant extraordinaire, et je crois que ça mérite d'être souligné. Bon, en ce qui concerne ce que j'ai vu, pour nous autres Ouest-Africains, les élections sont toujours des moments de forte tension, de forte tension. Parce que même sur des questions techniques, la liste électorale, la confection de la liste électorale, l'emplacement des bureaux de vote, il y a un ensemble de problèmes, n'est-ce pas, techniques qui se posent toujours. Vous savez, tout dernièrement au Sénégal, la question qui se posait, c'était la question des cartes électorales qui n'étaient pas distribuées, qui n'existaient pas pour certains. Nous avons toujours ces problèmes. Donc je crois que ce sont des éléments qui sont des éléments d'observation pour voir un peu comment est-ce que les amis rwandais ont résolu ces questions. Moi, par exemple, je suis d'un pays où nous sommes à notre première expérience. Nous ferions notre première expérience en 2020 de l'élection de la diaspora. Là, ça ne s'est jamais passé. Et donc, ce que j'ai vu là, par rapport à la diaspora, est une expérience pour moi. Et lorsque je regarde, parce que c'est un enjeu extraordinaire, parce qu'en Côte d'Ivoire, les Burkinabés sont environ 4 millions là-bas. Au Ghana, pareil, 3 millions environ au Ghana. Parce que vous voyez, donc il y a un enjeu extraordinaire pour arriver à organiser des votes dans ces pays. C'est un enjeu extraordinaire. La commission électorale a sillonné un peu partout le monde. Ils sont allés en Amérique, en Asie, un peu partout pour voir comment cerner cette question de manière à ce que ça se passe dans de meilleures conditions. On va voir comment ça va se passer, mais ce n'est pas du tout évident. Donc c'est une expérience, c'est une occasion. L'expérience rwandaise est une occasion pour nous de voir un peu comment ça se passe. Évidemment, oui. En effet, oui. Et vous parliez des élections dans la diaspora et on a eu l'occasion, bien sûr, de parler à nos représentants dans la diaspora et on reviendra sur l'échange des expériences. Mais on voudrait juste jeter un petit coup d'œil parce qu'on a eu les voix, on a eu le ressenti et le récit. On voudrait avoir un peu quelques images. Et juste, nous avons nos amis rwandais qui sont en Turquie et qui ont voté plutôt et qui ont... on a pu recueillir quelques-unes des images.
jetons-y un petit coup d'œil. À qui j'ai l'honneur? On me nomme Clovis Mongara. Je suis étudiant à Chypre, département de ingénierie mécanique. Ouais, c'est ça. Et vous êtes ici pour voter, n'est-ce pas? Ouais, je suis bien. Et comment avez-vous trouvé les élections, l'organisation et tout? Les élections se sont passées à merveille. Tout s'est bien passé. Surtout, je remercie l'État rwandais qui nous a permis de voter à distance. Donner notre voix, quand même, c'est une grande contribution. La plupart des gens ne peuvent pas comprendre à quel point ça me fait plaisir. Mais moi, personnellement, ça me fait vraiment plaisir de dire que j'ai participé au développement du pays. Génial. Et étiez-vous préparé pour l'élection? Ah, si, j'étais très bien préparé. J'ai suivi les infos. Bien sûr, Internet, il y a des trucs qui passaient par là. Surtout, l'ambassade rwandaise en Turquie aussi nous a aidés, nous a parlé des gens qui étaient au poste, les candidats qui étaient au poste du président rwandais. Mais bien sûr, on savait bien qu'ils voulaient. La réalité est claire. Merci beaucoup. C'est très bien de voir un jeune. On parle souvent de l'engouement des jeunes pour cette période électorale qui, quelquefois, laisse à désirer. Mais c'est important et ce qu'il dit est très important et ça revient à ce que vous disiez, Monsieur Germain. C'est l'importance pour lui, à quel point c'est crucial de pouvoir donner sa voix et de pouvoir voter et finalement avoir contribué à donner une forme à l'avenir du pays. Et c'est exactement ce dont vous étiez en train de parler. Je pense que il y a de quoi faire, bien sûr, et je pense que c'est important de garder cela en tête. Alors, quelles seraient peut-être les entraves qui demeurent pour que ces élections dans la diaspora soient possibles? Et c'est une question à laquelle chacun de vous pourra répondre, mais bien sûr, Monsieur Germain en premier. Oui, mais les entraves, il y a effectivement, comment est-ce qu'ils vont voter comment? C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'expériences dont on pourrait s'en inspirer. Les Maliens votent depuis longtemps et ça se passe bien. Il y a un débat au Burkina, qui est un débat très chaud déjà et qui ne s'engage, qui n'augure pas de bonnes choses parce que les gens se bagarrent déjà sur comment est-ce que ça va se passer, en quelque sorte. Et voilà, dans quelle ville ça va se passer? Est-ce que ça va se passer dans les consulats? Est-ce que ça va dans quelle ville, de quelle dimension ça va se passer? Effectivement, toutes ces questions se posent. Mais je pense que les Burkinabés, c'est pas une table rase, c'est pas nous ne faisons pas, on ne refait pas le monde. Il existe déjà des expériences. Il y a le Mali qui est là, qui a une diaspora, je crois, infiniment plus importante que la nôtre, à l'étranger, les Maliens. Et nous avons intérêt à nous inspirer de leur expérience pour réussir la nôtre. Alors, on a vu comment ça se passe au niveau de la diaspora rwandaise. Comment ça se passe au niveau de la diaspora malienne? Oui, non, ça se passe bien. Effectivement, les Maliens ont une tradition d'immigration. Les Maliens sont un peu partout. Donc, le vote s'organise très souvent d'abord dans les ambassades et les consulats. Ensuite, dans des lieux convenus avec puisque partout les ressortissants sont organisés en association. Donc, les bureaux de vote sont dans les ambassades et le reste souvent en entente avec les autorités des pays et les associations. Parce que, oui, comme son Excellence le disait tout de suite, il y a effectivement des pays qui font de la résistance, qui ne veulent pas que ça s'organise en dehors. Donc, dans ces pays, on est obligé de ne faire qu'au sein de l'ambassade. Et je pense qu'on peut en apprendre beaucoup, mais aussi apprendre peut-être de certaines choses qui se seraient passées moins bien qu'escompté. Et j'aimerais aussi parler notamment des élections en Côte d'Ivoire et surtout de la jeunesse en Côte d'Ivoire qui a un rôle, qui est un acteur clé dans la période post-électorale. Est-ce que vous pouvez... Eh bien, le rôle de la jeunesse par rapport aux élections, aux précédentes élections. Eh bien, les précédentes élections,
Elles se sont très bien passées dans l'ensemble. C'est vrai qu'il y a eu quelques incidents, mais c'est bien passé. Déjà, l'opposition n'était pas très présente. Voilà, donc il y avait plus la coalition au pouvoir et ça a été beaucoup plus facile. Là, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu en fait. Voilà. Donc, en ce qui concerne la jeunesse, aujourd'hui, il y a une sorte de lassitude. Parce qu'après la crise, c'est vrai que le pays s'est relevé, qu'il y a des infrastructures économiques, tout commence à aller de l'avant. Mais en ce qui concerne la classe politique, il y a encore beaucoup de discorde, de mésententes. Et donc la population se rend compte qu'il s'agit aujourd'hui de les enjeux pour ces personnalités-là, c'est beaucoup plus leur réussite politique. Ce n'est pas l'intérêt de la population elle-même. Alors aujourd'hui, quand il y a des marches, quand il y a des manifestations, les jeunes ne se comptent plus par dizaines de milliers. Non, le nombre est très réduit. Chacun reste chez lui et observe en fait. Voilà. Nous sommes plus dans cette posture-là. Alors, il y a aussi un élément qui est particulier, je pense, dans ces élections, ici notamment au Rwanda, c'est qu'on a vu de nombreuses personnes, des citoyens rwandais qui, comme c'était la période des vacances, sont venus sur place et en ont profité parce qu'ils voulaient aussi voter ici à Kigali. Alors malheureusement, quelquefois c'est le contraire. Si c'est une période de vacances et que c'est la période électorale, on en profitera pour aller le plus loin possible du lieu où se passent ces élections. Alors pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ici et qu'est-ce qu'on pourrait en apprendre finalement, Dr Kimonyo? Mais j'ai pas bien saisi la question, je m'excuse. Pourquoi et comment est-ce qu'on pourrait s'arranger à ce que les élections attirent les citoyens à rentrer pour pouvoir voter, pour pouvoir être dans ce que M. Calambri appelait la fête démocratique, plutôt que le contraire finalement. Et on a eu une annonce de la direction de l'immigration et de l'immigration qui a informé que, bien sûr, les frontières étaient toujours ouvertes. Pendant la période de vote. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter que les personnes soient plus encouragées à quitter le pays plutôt qu'à revenir finalement pour pouvoir voter? Mais je pense que c'est aussi le calme et le sentiment de sécurité que ces élections-là vont susciter chez les citoyens. Je pense que c'est la question essentielle. Et pour revenir un petit peu sur ce qu'avaient dit nos collègues, en parlant notamment de la différence entre les élections au Rwanda qui se font très calmement et des élections ailleurs qui quelquefois suscitent beaucoup de tensions. Beaucoup de gens, enfin un certain nombre de critiques nous le reprochent que effectivement en disant que au Rwanda les élections ne sont pas suffisamment compétitives. On en avait parlé la dernière fois, donc en disant que le Rwanda avait choisi plutôt un système politique de démocratie consensuelle. Et ça, je pense, c'est quelque chose d'important à redire pour expliquer un peu cette dynamique-là, d'une part, c'est-à-dire qu'il y a des partages de pouvoir et, par exemple, les partis d'opposition qui auraient dû être les vrais challengers du FPR, du candidat du FPR, ont décidé, après le référendum, de le soutenir directement sans perdre de vue l'importance du oui dans le référendum, plutôt que de perdre des ressources à faire une campagne électorale alors qu'ils sont des partenaires politiques. Mais au-delà de cela, c'est toute la question du consensus et de la compétitivité. Un des problèmes que nous avons en Afrique, c'est que nos pays souvent sont relativement faibles et il n'y a pas de consensus social et politique dans beaucoup de nos pays, ou alors le consensus est très faible. Or, pour avoir une démocratie compétitive saine, il faut absolument un minimum de consensus. C'est pour cette raison que dans d'autres démocraties matures, les élections se passent et ça se passe de façon tout à fait calme. Parce que finalement, les élections ne sont pas le lieu où l'opportunité pour mettre à feu le pays, où on chasse une partie de la population pour remplacer par une autre. Et donc la question du consensus est très importante. Au Rwanda, effectivement, on y met beaucoup d'importance, on le pousse très loin. D'autres pays ne le font pas suffisamment. Si on regarde par exemple ce qui va se passer au Kenya, aujourd'hui, tout le monde retient son souffle. On ne sait pas ce qui va se passer au Kenya. Et pourquoi? Parce que finalement, il n'y a pas de consensus au niveau national
et le pays peut aller à volo. Oui, moi je suis vraiment intéressé par cette question pour donner l'exemple du Mali. Nous avons expérimenté cette démocratie multipartisane depuis 1992. Puis nous avons connu une grande période de crise en 2012. Pendant la crise, en fait, en 2012, il y a eu l'élection présidentielle et il y avait un candidat du point de que les populations croyaient être le leader qu'il nous fallait pour sortir de la crise. Et on n'a jamais vu, il y a eu 60% de taux de participation. Il y a eu, le candidat qui est l'actuel président a eu plus de 77% de taux de votants en sa faveur. Parce que les gens croyaient en un leadership, les gens ont cru à un homme et se sont mobilisés. J'ai vu personnellement des gens qui ne sont pas de son parti, qui ne sont pas politiques, qui ont mobilisé leurs moyens propres pour battre campagne pour lui parce que de leur point de vue, c'était l'homme qui pouvait nous sortir de la crise. Et je vois ces mêmes personnes qui disent plus jamais je ne me déplacerai pour mettre un bulletin dans l'urne pour quelqu'un parce que le leadership qu'ils attendaient n'a pas été là parce que il n'a pas répondu aux attentes. Donc, c'est pour dire que chaque fois que les populations sont convaincues que celui pour qui ils vont voter est capable de les amener plus loin, d'avoir un leadership et de travailler pour une justice sociale et pour le bien du plus grand nombre, les gens sont prêts à tous les sacrifices, y compris à mobiliser leurs moyens personnels, y compris à sursoir à leurs vacances ou à revenir voter, à faire des kilomètres pour aller voter. Alors, je trouve intéressant effectivement l'expérience que décrit M. Calambri, parce qu'au fond c'est l'histoire un peu de la plupart des pays d'Afrique, en tout cas d'Afrique francophone, pour cette partie du monde que je connais le mieux, qui est au fond l'histoire d'une succession d'alternances au sommet de nos États qui conduisent les unes après les autres à des déceptions. Et par conséquent, je m'interroge et au fond je pose la question à nous tous. Si il est patent après une expérience de cette forme de démocratie-là depuis 92 au Mali, 90 pour la plupart de nos pays, je me demande s'il n'est pas temps en Afrique francophone de repenser, disons, les fondements de la démocratie telle que nous la pratiquons dans nos pays et peut-être repenser donc la question de ce qui est une forme de dogme démocratique qui est ce principe d'alternance systématique tous les 5 ans, quand bien même on se rend compte que malheureusement depuis les années 90, elles ne produisent pas de changement réel dans la vie des populations. Alors est-ce qu'il n'est pas question, est-ce qu'il n'est pas temps, pardon, de repenser nos systèmes pour peut-être trouver la solution, j'allais dire le consensus, mais disons trouver le bon équilibre entre la nécessaire disons, validation par les peuples de leurs dirigeants et en même temps la préoccupation d'avoir des systèmes qui répondent réellement aux attentes des populations. Peut-être juste, avant que nos camarades répondent, quelques petites précisions. On se rend compte qu'il y a des sondages qui sont faits en Afrique, dans différents pays, et depuis environ 7 ou 8 ans, la satisfaction avec la démocratie des Africains diminue de plus en plus. C'est une première chose. Deuxième chose aussi, il y a eu un rapport qui est sorti en décembre dernier de Mo Ibrahim, qui était très bien fait, et qui disait que malgré les alternances démocratiques, la qualité de la gouvernance a été en diminuant depuis 2008, et de façon extrêmement importante. Voilà. Alors peut-être M. Germain voulait... Oui, je voulais justement dire, ça n'est pas la réponse intellectuelle qui manque. Je crois que les Africains se sont largement exprimés, les intellectuels africains se sont largement exprimés sur la démocratie consensuelle. Au Burkina Faso, nous avons un monsieur qui s'appelle Herman Yamewo, qui a pratiquement passé toute sa vie politique à professer cette démocratie consensuelle, mais il n'est pas suivi.
La question est de savoir comment y arriver, justement, à mener toute la classe politique autour de cette idée de démocratie consensuelle. Le Rwanda a eu cette chance d'avoir d'abord une histoire particulière, qui est en fait la guerre, le traumatisme. Au sortir de cela, il fallait effectivement trouver une solution pour réunir le peuple, réaliser l'unité du peuple. Et un personnage charismatique, ils l'ont trouvé effectivement, qui a réussi, à force de persévérance, à regrouper la classe politique autour de cette idée fondamentale. Et c'est autour de cette idée fondamentale que l'unité du peuple même se construit. Là, toute la question est de savoir comment y arriver. Aujourd'hui, là, en fait, dans nos pays africains, c'est la démocratie classique, effectivement, qui est appliquée. C'est-à-dire, chacun est dans sa chapelle. Voilà, on ferraille dur. Si vous gagnez le pouvoir, comme je disais hier lorsque nous rencontrions des amis rwandais, je disais, nous sommes aux affaires. Donc, voilà, on en profite jusqu'à ce qu'on nous chasse. D'autres vont venir se mettre à la place. Mais évidemment, ça peut profiter aux politiciens, mais ça ne profite pas au peuple. Nous en sommes là aujourd'hui, et c'est toute la problématique. Et c'est là l'intérêt que les Africains consciencieux attachent à l'expérience rwandaise. Bon, c'est vrai que on critique cette démocratie consensuelle, on dit que, bon, en fait, ce n'est pas une démocratie du tout. Vous savez comment est-ce qu'elle est attaquée de toutes parts, n'est-ce pas, par les chapelles intellectuelles occidentales. Oui. Mais, évidemment, la question est de savoir où est-ce que nous allons aller tirer nos ressources pour construire des États qui nous ressemblent. Alors, où tirer ces ressources? Voilà. Tirer ces ressources, je pense que c'est une question qui est critique et qui est très importante. Voilà. Nous allons juste écouter rapidement, nous vous rappelons que c'est un jour d'élection aujourd'hui et de nombreux Rwandais qui sont à l'extérieur du Rwanda ont souhaité s'exprimer. Nous allons parler à nos correspondants qui sont à ce moment-là. Nous sommes en Suède. Nous avons Clotilde et Christine. Bonsoir à vous. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Nous allons commencer avec Christine. Quel est votre ressenti dans le bureau de vote dans lequel vous étiez depuis ce matin? Nous sommes dans le bureau de vote à Stockholm. Nous avons une très bonne ambiance. Tous les Rwandais qui sont venus voter aujourd'hui étaient très excités d'avoir cette occasion et cette opportunité de participer directement aux élections. C'est quel pays? Suède. Nous sommes en Suède. Et donc c'est le bureau de vote de Stockholm. Nous avons été impressionnés par la participation des gens qui ont fait des trajets de 5, 6, 7 heures à l'Islande, et juste pour venir participer à ces élections. Le même enthousiasme est remarqué dans les autres pays. Donc nous avons été à Oslo, à Copenhague et à Helsinki. Parfait. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez suivi les autres élections? Est-ce que vous observez peut-être une différence dans les tendances de la participation de la diaspora cette année? Ah non, je crois en général que la participation est très grande. Ce n'est pas seulement dans les pays nordiques, c'est partout. Ce qu'on suit bien sûr sur les médias et les échanges que nous avons avec les collègues et les amis. Donc il y a une très forte participation. Les Rwandais veulent vraiment participer aux élections et ne pas rater, ne pas manquer cette occasion. Merci beaucoup. Nous avons un cas particulier quand même que j'aimerais bien soulever ici en Suède. Nous avons eu un jeune Rwandais qui est en fait, disons, pas en très bonne santé et qui ne peut que se déplacer dans une chaise roulante.
candidature. Il a insisté pour venir lui-même à l'ambassade et participer aux élections, malgré tout ce que ça demanderait comme logistique pour qu'il puisse arriver ici. Mais il a dit qu'il fallait absolument qu'il participe à ces élections et qu'il exprime son choix. C'est un récit poignant que vous nous livrez là et nous sommes sûrs que vous étiez aussi préparés pour accueillir tout type de citoyens et merci à vous. Nous allons passer à Clotilde, peut-être un aperçu de ce qui s'est passé à votre niveau. Oui, mais je suis en Rwandaise, nous sommes vraiment dans la joie de passer ces élections. Vous savez qu'ici, en fait, c'est pas tout le monde qui a eu des congés, mais on s'est vraiment arrangé. On a quitté le travail selon les programmes de travail qu'on avait et on est allé directement à l'ambassade, là où il y a le bureau, là où on devrait faire les élections. Christine, êtes-vous encore avec nous? Ne nous quittez pas. Continuons avec vous, Clotilde. Est-ce qu'il y a eu des différences? Est-ce qu'il y a eu des cas particuliers? Est-ce qu'il y a eu des accros pendant cette journée de vote? Moi, personnellement, et ce que j'ai constaté par rapport aux élections passées, vraiment, il y a eu beaucoup de gens, nos chers frères et sœurs qui vivent dans des provinces lointaines, à Yetebore. On s'est rencontrés là, tu vois, on a quitté le travail, on est allé directement à l'ambassade. Et là, on s'est rencontrés avec beaucoup de gens qui sont venus des différentes provinces. Et c'était vraiment de la joie. On était vraiment dans la joie de passer au vote, quoi. Et je pense que si les citoyens sont venus pour voter, ils ont sûrement suivi la campagne. Est-ce que vous avez organisé des échanges, par exemple, au niveau de la campagne, au niveau des programmes, notamment de nos 3 candidats? Oui, les campagnes, on les a suivies, même ici dans la diaspora. On a passé vraiment des moments des campagnes, pendant qu'au Rwanda aussi on faisait des campagnes. Ici, on était en train de suivre tout ce qui s'est passé. Il y a des gens aussi qui faisaient aussi des campagnes selon les candidats dont ils voulaient voter. C'était vraiment bien, c'était dans la joie. Pour moi, il y a vraiment une joie de voter. Et de fois, on se posait des questions entre nous quand on voyait les gens qui venaient de la province. On demandait où vous êtes. Et ils disaient, mais bien sûr, on ne peut jamais rater ces moments. Donc, c'était un moment où même les gens qui se sont vus il y a longtemps, on s'est retrouvés là. On a senti vraiment qu'il y a cet amour du pays. Hein. Donc, chacun porte vraiment le pays dans son cœur. Et c'est pour ça qu'on a vraiment répondu nombreux à ces élections, à ces votes, quoi. Merci beaucoup, Clotilde. Peut-être une dernière question à Christine. Est-ce qu'on a une tranche d'âge ou quelles étaient les tendances au niveau des votants, au niveau de la tranche d'âge? Je dirais que on avait des électeurs de toutes les tranches d'âge. Hein. Ceux qui ont voté pour la première fois étaient très excités. Ils voulaient absolument faire des selfies, des photos, pouvoir partager avec leurs amis. Les personnes qui sont un peu plus âgées étaient bien sûr plus, comment dirais-je, aller plus en profondeur. Et il disait que c'est un geste qui est plus que symbolique pour eux. Il y en a parmi eux, même s'ils sont âgés, qui votent pour la première fois pour le président de la République, pour des raisons diverses. Et pour eux aussi, bien sûr, c'était un moment très émotionnel. Donc, on avait un bouquet d'électeurs très intéressants, mais la note commune, bien sûr, c'est la joie de participer à ces élections.
Merci beaucoup. Et merci de nous avoir livré vos ressentis en direct de la Suède. Merci beaucoup Clotilde et Christine. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, vous vouliez intervenir Oui, je disais que le mode peut compter peut-être, je dirais, pour 30 à 20%. Le tout est, encore une fois, dans le leadership et dans la volonté du président et de son équipe de travailler pour le peuple. Tant que, de façon triviale, le chef qui arrive au bureau à 7 heures, même si le travail commence à 8 heures, tout le monde va commencer à être là à 7 heures. Chaque fois que le chef donne le modèle, tout le monde va suivre. Mais quand les leaders sont toujours dans les affaires, quand dans la presse il n'y a que des cas de corruption, de marché surfacturé, ça ne permet pas d'avoir l'adhésion populaire, ça ne permet pas de faire en sorte que même le reste de la classe politique manque d'arguments, parce que le tout est à ce niveau. L'opposition a des arguments chaque fois que ceux qui sont au pouvoir, aux affaires, comme disait Germain tout de suite, se conduisent mal. Tant que ceux qui sont là volent, il va de soi qu'ils donnent des arguments à l'opposition pour prospérer et pour les abattre. Mais s'ils sont des modèles, le peuple va suivre et le peuple se battra pour qu'il soit là le plus longtemps possible. Vous savez, le développement est visible. Quand vous travaillez, les résultats sont visibles. Et je pense que un élément essentiel dont vous parlez et qui, je pense, fait écho aux images et aux ressentis qu'on a à travers le monde, c'est aussi l'importance de l'amour de la patrie finalement. Il faut que l'amour de la patrie soit issu des plus hautes sphères politiques, je pense, et qu'il puisse aller jusqu'aux citoyens lambda. Et nous avons aussi un autre correspondant qui nous appelle d'Italie, Dr Eric Muhoza. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler. Alors, votre ressenti, aujourd'hui c'était jour de vote. Est-ce que les Rwandais vivant en Italie sont allés nombreux déposer leur bulletin dans l'urne? Oui, nous avons commencé à 7 heures. Et déjà à 7h05, nous avions déjà enregistré un Rwandais qui a exprimé son vote. Et après, nous avons reçu beaucoup de gens, disons dans les heures du matin. Et puis, ça a un peu calé par les heures de travail et puis le soleil. Mais ici, sur le bureau de Rome, nous avons vraiment enregistré un grand nombre de Rwandais qui sont venus voter par rapport au numéro de participants que nous avons sur nos listes. Et la communauté rwandaise en Italie, est-ce que elle s'est déplacée notamment des autres villes pour venir voter, ou est-ce qu'il y avait d'autres bureaux de vote sur le sol italien? Et ici en Italie, nous avons deux bureaux de vote. Nous avons un bureau à Rome et notre bureau à Milan. Donc les Rwandais qui habitent au centre et sud de l'Italie, ils ont voté ici à Rome, tandis que les gens du nord ont voté sur le bureau de Milan. Allô? Oui. Et au niveau notamment de la campagne, parce que bien sûr s'ils sont venus voter, c'est qu'il y a eu sûrement des mobilisations en amont pour pouvoir venir voter. Est-ce qu'il y a eu des activités qui ont été organisées durant la campagne et quelles étaient leurs substances finalement? Oui, nous avons eu des activités de campagne, surtout via email. Et puis, les gens se sont rassemblés à Milan et à Rome pour se mobiliser et se rappeler des progrès que le Rwanda a connus durant ces 23 ans.
Et c'était aussi dans l'occasion de la célébration de la 23e commémoration de la libération du Rwanda. Et après, dans des petits villes aussi, les gens se sont organisés, ils se sont rassemblés et discutaient, surtout sur les résultats que le Rwanda a connus. Et la campagne aussi se poursuit, disons, via mail, via le petit groupe des Rwandais qui vivent ici en Italie. Donc il y a eu une mobilisation au niveau de la communication écrite et aussi une mobilisation dans des petits rassemblements dans différentes villes de l'Italie. Merci beaucoup, Dr Eric, pour vos impressions et nous parlerons encore peut-être plus tard. Merci à vous et merci aussi à tous nos panélistes. Nous continuons à échanger, à discuter et à comprendre un peu quels sont les enjeux finalement des élections et pourquoi est-ce que et comment finalement attirer autant de Rwandais ou autant d'Africains de la diaspora et au niveau national pour pouvoir aller voter, ce qui quelquefois semble pour certains, comme on l'a entendu, quelquefois être sans enjeu. Alors, Monsieur Germain, vous parliez notamment de la diaspora et vous avez parlé aussi des enjeux des élections au Burkina Faso. Est-ce qu'il y a peut-être des tendances? Vous avez observé différentes élections sur le continent. Est-ce qu'il y a des tendances qui ont l'air d'émerger ces dernières années et quelles sont peut-être les tendances plutôt heureuses, plus heureuses que dangereuses, qui naissent sur le continent? Bon, alors, je partirai d'abord de mon pays, le Burkina Faso. Je crois que au sortir de l'insurrection, il y avait une grande attente populaire qui s'est traduite par des élections à la fois législatives et présidentielles. La jeunesse voulait vraiment s'exprimer. Elle voulait également un changement radical. Elle voulait un changement radical. Malheureusement, le changement radical n'a pas eu lieu. Mais on constate également aussi, à l'échelle de l'Afrique, que la jeunesse a une volonté de se prendre en main, de pousser en avant son histoire. Et ça s'est traduit également au Sénégal, avec les groupes de jeunes qui nous ont précédés. Ça se traduit au Mali. Ça se traduit en RD Congo, mais vous savez, les forces de résistance, les résistances sont également aussi tenaces. Mais la tendance en Afrique, c'est ça. C'est-à-dire que la jeunesse veut effectivement se mettre, pousse à la roue pour obtenir le progrès nécessaire, mais elle prend de plus en plus conscience qu'elle a les moyens de changer les choses en Afrique. Alors, on dit souvent, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Est-ce que notre jeunesse est suffisamment éduquée finalement à l'amour de la patrie pour pouvoir, disons, impulser le changement que l'on voudrait voir sur le continent? Bien, alors si j'en juge par votre expérience, je pense qu'un peuple discipliné, nous l'avons vu c'est Gichumbi, non? Gichumbi. Nous l'avons vu là-bas, une jeunesse, enfin un peuple extrêmement discipliné. Le risque chez nous, c'est qu'il y a un peu de désordre, il y a un peu d'incivisme. Vraiment, on ne respecte rien. Je crois que la jeunesse, en même temps qu'elle prend conscience de sa force, en même temps, il fout tout par terre. S'il n'y a pas un leadership, n'est-ce pas, pour encadrer tout ça, eh bien, le résultat risque d'être pire, en quelque sorte. On reviendra dessus dans quelques secondes. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires qui voudraient... mais on revient dessus dans quelques secondes. Restez avec nous, ne zappez pas. Une courte page de publicité et puis on revient aux échanges. Merci à vous.
Merci à vous tous d'être restés avec nous et de ne pas avoir zappé. Alors, on était en train de parler notamment de la jeunesse qui, de nos jours, à partir du moment où elle comprend la force qu'elle a finalement de changer les choses, n'utilise pas toujours cette force dans la bonne direction. Nous avions une intervention de la part du docteur Kimonyo et puis du Mali ensuite. Oui, je pense que Germain, vous faisiez allusion aux mouvements citoyens qui ont apparu au Sénégal, au Burkina et au Congo maintenant. Je pense que c'est un mouvement extrêmement important. C'est pour moi la première réaction par rapport au délitement des processus démocratiques qui ont eu lieu jusqu'à présent. Et ce qui est bien de ces mouvements de jeunes d'ailleurs, c'est qu'ils se méfient aussi bien des partis politiques traditionnels, même et des ONG. Ça veut dire que beaucoup essaient de se placer en dehors des processus de promotion de la démocratie, souvent alimentés par l'aide internationale et influencés par l'extérieur, pour avoir une vision de leurs problèmes de l'intérieur. Et ce qui est bien, par exemple, c'est que au lieu d'aller à chercher le pouvoir, par exemple, beaucoup de ces mouvements-là cherchent plutôt de régler des problèmes au quotidien, l'eau, l'électricité, la propriété dans le quartier. Et je pense que c'est des mouvements prometteurs. Pour le moment, c'est vrai, ils sont encore faibles et souvent, au moment où les élections arrivent, ils se font récupérer par la fièvre électorale. Mais je pense que clairement, surtout quand on entend la clarté de leur diagnostic, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à ça. Mais oui, mais juste pour ne pas être trop sombre non plus, hein, je pense qu'il y a des choses aussi qui commencent à se passer dans différents pays. Malheureusement, je n'ai pas de cas francophones, mais plutôt des cas anglophones. Par exemple, les dernières élections au Nigeria ont vu un sursaut de la part des Nigérians, alors qu'il était difficile pour le candidat Buhari de gagner et d'avoir des voix des gens du Sud, mais finalement il a réussi à avoir les voix du centre et du Sud pour pouvoir gagner. La même chose aussi pour le Ghana aussi. Le Ghana, il y a eu un sursaut aussi, plutôt que de continuer à voter strictement sur des bases ethno-régionales, il y a eu un sursaut qui a fait qu'il y a eu une alternance, en espérant que l'alternance apportera quelque chose. Non, mais moi, j'ai une bonne opinion de la jeunesse de plus en plus. Les jeunes ont créé des canaux de communication et disons, ils ont pris le pouvoir et exigent de plus en plus de redevabilité des autorités à travers les réseaux sociaux. On a vu au Burkina, au Mali, au Sénégal, où les jeunes s'organisent, qui n'ont aucune volonté d'accéder au pouvoir, mais qui tiennent à l'œil les dirigeants. Vous avez dans ces pays que je viens de citer des groupes qui, à la limite, chaque fois ont mis des systèmes pour mesurer les propos du président. Voici telle promesse que vous avez faite à telle date. Vous avez promis de faire à telle date, vous ne l'avez pas fait. Donc, de plus en plus, on voit les dirigeants infléchir leur position du fait que les jeunes sont de plus en plus actifs sur les réseaux, les interpellent. Et ce qui est bien, ces jeunes de plus en plus se démarquent et de ceux qui sont au pouvoir et de l'opposition, refusent de se faire récupérer, mais font le veille, font en sorte que tout le monde respecte une certaine ligne de conduite. Si ce n'est pas le cas, dénonce, mais je pense que plutôt le sursaut viendra de ce côté-là. Oui, mais le problème, je pense aussi, avant que l'on prenne d'autres intervenants, c'est aussi de savoir est-ce que ces sursauts ou ce réveil et ce rôle finalement de veille, est-ce qu'il survit au-delà des périodes un peu des périodes électorales? Non, de plus en plus, les mouvements s'organisent. Si je prends le cas de Balai citoyen au Burkina, c'est des gens qui ont eu des résultats, qui ont refusé de collaborer dans l'exercice du pouvoir et qui sont restés sur leur position de veille. Au Mali, ça s'organise parce qu'il y avait un projet de révision constitutionnelle
qui n'a pas été accepté, qui a été rejeté justement par la jeunesse, finalement par la rue, et qui a été bloqué. Et ces jeunes se disent, opposition comme majorité, vous êtes tous pareils. On vous a vu à un moment ou à un autre, personne n'a fait de prenant. Je pense que de plus en plus, cette jeunesse même prend conscience que elle s'est très souvent fait phagocyter ou récupérer au moment des élections et que il faut rester sur la rampe en tout moment. Mais je pense qu'il y a aussi un dernier élément qui est important dans ces mouvements de jeunesse, c'est aussi les moyens. Un mouvement pour se maintenir et pour avoir un impact doit avoir un certain, un minimum, disons, de moyens financiers. Est-ce que ces moyens ne viendront pas, disons, avec d'autres conditions qui feraient jusque-là, heureusement, au Sénégal, au Burkina, au Mali, en RD Congo, on a vu le mouvement porté d'abord par des jeunes artistes, par des jeunes qui ont réussi dans les affaires, qui sont des stars et qui ont déjà peut-être une assise financière personnelle, et en tout cas qui n'ont pas besoin de l'État pour prospérer et qui sont capables d'être assez indépendants. Espérons que ça puisse continuer. D'accord. Vous vouliez intervenir Oui, je vais faire un commentaire rapide pour évidemment abonder dans le sens général de ce qui a été dit et l'enthousiasme des jeunes qui effectivement est croissant. Je voulais quand même nuancer ce propos en disant que je pense qu'il est important, tout en reconnaissant effectivement le progrès dont on vient de parler, je pense qu'il est important d'identifier de façon précise ce qui fait que les choses ne vont pas forcément au-delà de l'engouement qui est nécessaire et qu'on vient de décrire. Et je pense que la raison est que je pense qu'il faudrait qu'on parvienne, alors je m'inclus dans ce qu'on appelle les jeunes, je pense qu'il faut que nous parvenions à faire une transition entre des mouvements citoyens, c'est-à-dire des mouvements dont la vocation est purement revendicative, à des mouvements qui soient politiques. Je pense qu'il faut que nous assumions, il faut que les mouvements citoyens assument de manière générale une volonté de conquérir le pouvoir et pas uniquement d'être en position de revendiquer ce qui est nécessaire. Mais effectivement, comme ça a été dit par M. Carampri, on constate qu'effectivement, une fois que les élections arrivent, ils sont phagocytés et finalement il y a un retour au statu quo. Et pour qu'on parvienne à cette transition, je pense il y a deux éléments qui me paraissent fondamentaux. Je pense qu'il faut que ces mouvements s'enrichissent d'un corpus idéologique. Je pense qu'il faut des projets de transformation de la société, sur le plan politique, clairement. Et deuxièmement, il faut que ces mouvements parviennent à devenir dynamiques, c'est-à-dire à mobiliser au-delà peut-être du cercle de la jeunesse. Je pense qu'une fois qu'on aura franchi cette étape donc, corpus idéologique et mobilisation de masse, disons, je pense qu'on aura franchi un seuil important. D'accord. Mais je pense qu'il y a aussi un élément qui est important et je pense que vous pourrez nous aider en cela, Manuela. On a parlé des réseaux sociaux, on a parlé des nouveaux modes de communication. Est-ce que ces modes de communication, on sait que les jeunes les utilisent, pas toujours pour avoir une empreinte citoyenne, mais comment est-ce qu'on peut s'assurer finalement et quelles sont les plateformes qui existent pour pouvoir permettre à ces jeunes qui peut-être ne peuvent pas nécessairement toujours s'exprimer au niveau du Parlement ou au niveau des grandes instances et des plateformes nationales, comment est-ce qu'on s'assure en fait que ces échanges qui sont faits sur les réseaux sociaux et qui sont riches peuvent être et peuvent avoir un impact et peuvent contribuer finalement au dialogue national? D'abord, en Côte d'Ivoire, après la crise post-électorale, les divisions étaient vraiment très profondes. Et malheureusement, il n'y a pas eu de cadre physique d'échange. Alors du coup, les réseaux sociaux sont devenus la plateforme idéale, voilà, pour l'expression des jeunes. Et petit à petit, on se rend compte que finalement, ils commencent à arriver à se mettre d'accord sur certains points et à mettre une certaine pression. Parce qu'effectivement, je me souviens bien, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une augmentation du prix de l'électricité. Mais la grogne était telle, les gouvernements ne sont pas vraiment sortis dans les rues, mais la grogne était telle sur les réseaux que finalement le gouvernement
a fait, enfin, je dirais pas marche arrière parce qu'ils ont décalé un peu la mesure, mais ils ont été obligés de réagir. Donc voilà, on en est là. Il y a de grandes discussions, beaucoup de discussions, et avec le temps, on commence à se mettre d'accord sur certaines choses. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a eu l'opportunité de voir chacun des 3 grands partis accéder au pouvoir, et l'insatisfaction est toujours là. C'est pareil, le PDCI, le FPI, le RDR. Donc la jeunesse recherche aujourd'hui une personnalité qui fera consensus et qui ne sera pas nécessairement issue de ces formations politiques-là. Mais jusque-là, on recherche encore cette personnalité. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui se démarquent un peu plus, mais chacun présente ses insuffisances. Il y en a qui sont de grands intellectuels, mais qui ne sont pas connus de la population. D'autres sont connus, mais ont un passé assez difficile à accepter pour une partie de la population. Là, ça touche un peu le côté réconciliation qui n'est pas complètement abouti, voilà, on va dire. Donc, la jeunesse est encore en train de chercher cette personnalité-là, mais c'est clair que de la vie de tous, on se rend compte que tous ces 3 grands partis n'ont pas vraiment répondu à nos attentes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait finalement? Est-ce qu'on s'oriente beaucoup plus vers des mouvements citoyens qui peuvent quelquefois avoir moins d'impact, ou est-ce qu'on s'oriente vers un autre parti, ou est-ce qu'un autre parti reviendrait dans les mêmes rouages et dans les mêmes... Ça, c'est la grande question. En ce moment, nous ne sommes pas encore au stade de... Il n'y a pas de mouvement citoyen comme voilà, au Burkina, etc. Non, il n'y en a pas encore. La politique ivoirienne est encore axée sur les personnalités politiques. Et donc, cette jeunesse qui ne se reconnaît pas dans ce système est pour l'instant à l'écart et elle observe. On recherche toujours, on est encore au niveau des réflexions. C'est vrai que 2020, c'est dans 3 ans. Il y a beaucoup déjà de remous. La coalition au pouvoir qui avait réussi à se mettre d'accord pour une fois, parce que pour ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire, le PDCI et le RDR, c'était vraiment des partis qui ne s'entendaient pas du tout. Ils ont réussi à se mettre ensemble en 2010, mais aujourd'hui on se rend compte que cette amitié est en train de prendre fin. Et voilà, aujourd'hui nous sommes un peu sceptiques, on observe et on attend. D'accord. Alors, nous avons une question de la part de nos réseaux sociaux d'un certain Mamo, et qui la pose à M. Calambri, et qui demande comment est-ce que vous voyez les présidentielles de 2018 au Mali. Est-ce que ce sera une fête comme au Rwanda ou des craintes comme au Kenya? Bon, c'est vrai que au Mali, on n'a pas connu les violences après les élections. 2018 va être vraiment particulier en ce sens que le président sortant a le droit de se représenter, mais si je prends déjà les réseaux et les tendances, la tendance est de dire on veut un homme neuf, comme disait tout de suite Emmanuela, mais en politique il n'y a pas de génération spontanée. La politique, ça se prépare et malheureusement de plus en plus, ça demande des moyens. Ce qui est certain, c'est que il n'y aura certainement pas de violence, peut-être des contestations de temps en temps, mais il n'y aura pas de violence, mais ça va... on aura des surprises parce que il y a une désaffection vis-à-vis de ceux qui sont sur... l'échiquier politique depuis un certain temps, et la tendance est de plus en plus on veut des gens neufs. Donc je pense que oui, même si le président actuel pourrait passer, ça va être difficile parce que il n'a plus la cote comme en 2012 quand il passait avec 77%. Oui. Moi je voudrais peut-être discuter un peu ce que Yann disait. Je pense que les mouvements citoyens sont très importants parce que qu'est-ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils sont en train de mettre en avant la question de la redevabilité des pouvoirs, qu'ils soient avant les élections ou après les élections. Et ça, je pense, c'est extrêmement important. C'est même la base même
de ce qui peut faire avancer nos pays. Parce qu'un des problèmes que nous avons, c'est que à cause de l'hyper-partisanerie, une fois qu'un groupe gagne, c'est une espèce de ping-pong. Un gagne, un autre gagne, et à chaque fois, finalement, il n'y a pas une base stable de la société qui fait une demande par rapport à l'accountability ou la redevance, et notamment par rapport à la gouvernance. Et je pense que c'est vraiment important. Yann est peut-être un peu pressé. Il faut laisser un petit peu les choses mûrir. Je vieillis, c'est pour ça. Il faut laisser les choses mûrir. Et pourquoi pas ne pas avoir aussi différentes pistes, à savoir des mouvements peut-être plus révolutionnaires, entre guillemets, comme ceux que Yann appelle de ses voeux, mais en même temps des mouvements citoyens qui poussent les États, quelle que soit la couleur politique qu'ils ont, en les poussant à devenir redevables envers leur population. Alors, vous parlez de redevabilité, et ça, je pense que c'est un des points essentiels dans toute l'Afrique et notamment ici au Rwanda. Mais est-ce que la redevabilité doit nécessairement venir de ces mouvements citoyens, finalement? Mais moi, une des raisons pour lesquelles je suis aussi intéressé par ces mouvements citoyens-là, c'est que je pense que c'est la première fois qu'il y a des mouvements de redevabilité organisés, au moins en Afrique francophone en particulier. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, j'ai dit tout à l'heure, il y a une espèce de ping-pong partisan, et finalement, jamais personne ne demande quoi que ce soit aux dirigeants, sous prétexte que d'une part, il est du parti, ou du président, ou alors il est d'opposition. Donc c'est une espèce de dialogue de sourds entre parti et opposition, mais cette fois une véritable redevabilité. Et puis une redevabilité qui est cisgénériste, ça veut dire qui vient de l'intérieur, pas une redevabilité qui est soutenue par les ONG avec des financements de l'Union européenne, excusez-moi, ou alors d'autres donateurs et tout. Une redevabilité par rapport au quartier, par rapport aux problèmes qui se posent dans leur quartier, avec des jeunes qui s'organisent d'eux-mêmes en fonction de leurs problèmes. Oui, les mouvements sociaux demandent la redevabilité parce qu'elle ne vient pas naturellement de ceux qui sont investis de cette mission et qui doivent rendre compte. Donc, forcément, il faut que quelqu'un le demande. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, c'est que si on parle de redevabilité, c'est parce qu'on a vu des choses. Un moment au Mali, on a parlé des milliardaires de la démocratie, des gens qu'on a appréciés, des professeurs d'université qui nous ont servi les meilleures idées, pour qui on a voté, qui marchaient à pied sous le soleil, qui du jour au lendemain ont roulé carrosse. Ça n'incite pas à faire confiance à ces gens-là. Donc, si la redevabilité ne vient pas naturellement de ceux qui sont au pouvoir, il faut bien que quelqu'un se charge de les obliger à cette mission-là. Mais l'une des raisons, est-ce que les raisons pour lesquelles cette redevabilité finalement est nécessaire et que on a ces déceptions dans ces mouvements citoyens, est-ce que ce n'est pas parce que, comme le disait Dr Kimonyo, quelquefois on se précipite, on veut mettre la charrue avant les bœufs et puis on crée des mouvements sans avoir peut-être une base solide ou un besoin finalement d'avoir des mouvements qui fonctionnent, etc. Le besoin est là. Le besoin est là, la nécessité est là. Les mouvements naissent toujours à partir de problèmes qui ont été posés et qu'il faut adresser. Les mouvements n'ont peut-être pas la bonne manière, mais il faut bien que quelqu'un agisse. Mais en définitive, le plus important à ce niveau-là, c'est une remise en cause, pas peut-être même pas de la démocratie, mais de la gestion du bien public, de la gestion de ce qui est pour la communauté. Que ceux qui sont là sachent qu'ils doivent rendre compte et qu'ils le fassent, et surtout qu'il y ait une certaine transparence dans la gestion. Si cela est, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne se passeraient pas, et ça va réhabiliter le politique. Et c'est là, quel que soit le mode d'élection, quel que soit le régime
s'il y a la redevabilité, s'il y a la transparence dans la gestion et si surtout les populations voient que ceux qui sont là font des résultats ou en tout cas travaillent pour le bien commun, même s'ils ne font pas de résultats, mais qu'on soit capable de dire ils ont essayé. Parlons peut-être du Burkina et de ces mouvements peut-être qui... On a entendu les expériences de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Rwanda, bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu un aperçu de ce que... du rôle finalement de ce genre de mouvement? Je crois qu'il faut prendre en compte ce qu'ils ont dit et qui est bien, qui résume la lame de fond au niveau du mouvement citoyen. Je crois que ce que moi je dois dire qui n'a pas été dit, c'est un peu les dérives qui découlent effectivement de ce mouvement citoyen parce que ça devient un enjeu de business. Parce que les jeunes sont conscients qu'ils ont un pouvoir de chantage sur les hommes politiques. Créer des ONG, créer des troubles, et puis ils arrivent effectivement à faire du business sur cette base-là. De plus en plus, il y a des petits malins qui rentrent dans le jeu avec des objectifs de ce genre-là. Et ça marche, parce que les politiciens sont très faibles par rapport au chantage. Ils sont très très faibles. Lorsque vous commencez effectivement à les menacer, vous barrez les rues, tout ça, bon, ils commencent à trembler, ils veulent négocier. Alors, il y a un négociant, il y a des dessous de table, etc. Vous voyez, c'est un business qui marche. Et je crois que il y a un certain nombre de partis quand même qui sont conscients de ça, que cela peut pousser à la dérive, n'est-ce pas, d'une frange de la jeunesse, et qui prennent cela en compte dans la création, en créant des écoles politiques. Ils créent des écoles politiques pour prendre en compte ces jeunes-là, en charge ces jeunes, dans la formation, en leur dispensant des formations politiques, pour les amener à élever une certaine conscience, leur conscience politique. Voilà. Sinon, effectivement, pour me résumer, ce qu'ils ont dit, c'est très vrai, c'est ça la lame de fond. C'est un mouvement citoyen que l'on capitalise, qui est un élément extrêmement positif, qui fait avancer, qui pose des questions de redevabilité, mais il faut faire gaffe, il y a de petits malins qui rentrent dans le jeu et qui tentent de le dévier. Et cette tendance-là est observable au Burkina Faso. Alors justement, pour éviter les petits malins, quelles sont les limites ou les barrières à mettre en place pour que finalement parce on le voit que la jeunesse est de plus en plus intéressée à la politique, et quand on dit jeunesse jusqu'à 99 ans, mais on voit aussi qu'il y a aussi ces engouements qui malheureusement ont encore ce problème de durabilité. On les a à certains moments clés peut-être de la vie politique. Et peut-être Yann, rapidement, parce que il nous reste quelques minutes, est-ce que vous pourriez nous peut-être dresser rapidement certains de ces éléments peut-être qui pourraient être nécessaires? Je pense qu'on en a parlé, on a parlé de l'éducation, on a parlé finalement de certaines barrières. Est-ce que vous pourriez rapidement... Bon, ce que je peux dire, c'est que d'abord, je vais commencer par contredire votre postulat de départ, qui est qu'on constate un intérêt croissant pour la politique de la part des jeunes. Je crois que ça a été dit effectivement, et j'avoue que je suis un peu nuancé par rapport à ça. Je n'observe pas spécialement ce mouvement-là en réalité, et je pense que si on prend un peu de recul historique, la période, et je pense que, en tout cas j'espère que sur ce point, M. Nama pourra, même M. Kalambri pourront me confirmer là-dessus, mais la période des années 50, 60, 70, les jeunes étaient là pour le coup, me semble-t-il, beaucoup plus engagés politiquement qu'aujourd'hui, et je me demande s'il n'y a pas un effet de loupe qui est lié aux réseaux sociaux, qui est lié effectivement à la toute puissance des médias, qui effectivement donne l'impression qu'il y a un engouement qui est pas négligeable, mais qui, à mon avis, si on prend du recul, à mon avis, n'est pas si important que ça. Donc, pour moi, l'enjeu, en réalité, des mouvements citoyens, c'est au fond qu'ils s'amplifient, qu'il y en ait beaucoup plus, et qu'ils soient beaucoup plus politisés, et qu'on retombe un peu dans une atmosphère, qu'a dû connaître M. Nama dans les années 60, à la FEANF. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que finalement ces mouvements puissent renaître de leurs cendres, visiblement? Sans répondre à votre question, peut-être ajouter peut-être à ce que disait Yann.
une des choses qu'on voit de ces mouvements citoyens et d'autres mouvements qui ne sont pas labellés comme citoyens en tant que tels, c'est qu'ils sont très forts dans le dégagisme. Mais maintenant, quand il s'agit maintenant de faire des propositions, de s'engager sur des programmes, on les voit plus. C'est la durabilité. Voilà, la durabilité et tout ça. Et donc, effectivement, il y a une faiblesse importante. Mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant maintenant à ces mouvements citoyens? C'est parce qu'on est tellement désespéré par la classe politique habituelle. C'est aussi ça le problème. Et au bout d'un moment aussi, il faut aussi voir aussi la lueur d'espoir qui s'allume quelque part et y prêter attention et essayer de voir comment est-ce qu'on peut la renforcer. Est-ce qu'il y aurait une troisième voie peut-être? Oui, non, mais il faut peut-être à un moment que quelqu'un réfléchisse effectivement à comment capitaliser les expériences, parce que les mouvements citoyens naissent très souvent avec des objectifs précis. Il y a un problème, on n'est pas d'accord avec telle chose, et puis un groupe se forme et combat. Tant qu'on n'a pas de solution, on ne recule pas. Je vais me permettre de nuancer Yann, parce que oui, les vieux briscards des années 60, ils étaient peut-être un peu plus panafricains, mais je trouve avec le recul, quand je vois ce qu'ils ont fait, ils étaient beaucoup idéalistes, ils défendaient toutes les causes perdues d'avance, mais l'avantage qu'on a avec la jeunesse actuelle, c'est que il y a une adhérence. Ils visent des problèmes qui sont de leur temps et qui sont d'actualité, qui les concernent directement. Ils se battent pas pour le Koweït ou le Qatar, ils se battent pour eux-mêmes directement. Donc, je pense que ça, c'est à capitaliser et on a plus à travailler sur cet aspect-là. Et nous allons devoir terminer sur ces mots sages de M. Calambri. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à vous, M. Nama et Mademoiselle Manuela. Merci à vous, Dr Kimonio. Et bien sûr à mon co-modérateur, M. Yann Gouet. Et merci surtout à vous qui nous avez suivis et qui avez interagi avec nous à travers les réseaux sociaux notamment. N'oubliez pas, comme toujours, la conversation continue, ce n'est que le début, on vous donne les éléments et puis on espère que les débats continueront et puis comme vous l'avez entendu, que ce soit que les mouvements citoyens soient en déperdition ou en croissance, le plus important c'est de savoir que l'avenir du pays vous appartient à vous tous. Merci à vous tous.